Au Sahel, où ces formations tendaient à maintenir au sein de leur population, comme au sein des sociétés tributaires, un ordre social apaisé et une paysannerie productive, les pouvoirs avaient probablement tendance à se tourner vers le sud pour se fournir en esclaves. Dès lors, par exemple, à l'apogée du royaume du Ghana, au Xe-XIIe siècle, la ponction esclavagiste devait s'exercer aux dépens de sociétés plus méridionales, sans doute situées dans l'ouest du Mali actuel. L'extension du domaine de prédation du Ghana est peut-être ce qui explique la délocalisation vers le sud de sa capitale, survenue, vous vous en souvenez, entre le récit d'Al-Bakri et celui d'Al-Idrissi. On se souvient que dans cet intervalle survient également la conversion à l'islam du roi, des élites et de la majorité de la population de la ville de Ghana. Conversion que nous avions interprétée au sein d'un phénomène plus général de diffusion de l'islam parmi les élites sahéliennes de cette époque, comme la recherche d'un avantage politique et commercial. Mais nul doute que cette conversion offrait également une protection contre les razzias esclavagistes des autres formations politiques sahéliennes, ainsi qu'une légitimation juridique, s'il en était besoin, de la razzia par la guerre sainte. Or voilà que quelque temps plus tard, à une époque que l'on peut situer entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, émerge dans les sources un autre peuple. C'est Ibn Khaldoun qui nous en parle. Je le cite. « Le pouvoir des souverains de Ghana se défie. Ils furent vaincus par les Soussous, leurs voisins, également des Soudanes, qui réduisirent toute la population en esclavage. » Fin de citation. Toutes sortes d'hypothèses ont été émises dans la littérature savante au sujet des Soussous et de leur identification ethnique, à supposer que les Soussous du XIIIe siècle aient correspondu exactement à un ensemble ethnique actuel, ce qui est douteux, les ethnies étant des formations sociales fluides au cours de l'histoire. On est tenté, en tout cas, de voir dans les Soussous un groupe politique issu de l'ensemble linguistique soninké, étant entendu que Ghana était également soninké. Ibn Khaldoun ne nous aide pas beaucoup à localiser plus précisément les Soussous, les plaçant tantôt à l'ouest, tantôt à l'est de Ghana, ce qui conforte plutôt l'identification soninké. Pour mon propos, je prends le parti de situer les Soussous, qui abattent la puissance de Ghana, à l'ouest, au sud et à l'est. C'est Ibn Khaldoun nous affirme que les Soussous étaient musulmans et qu'ils l'étaient anciennement. Là où les sociétés Soussous étaient-elles vraiment musulmanes? On peut en douter, ne serait-ce que parce que, ainsi que nous l'avons vu, les sociétés sahéliennes médiévales semblent avoir privilégié un état d'équilibre entre une élite islamisée et le maintien de la majorité de la société dans des allégeances traditionnelles. Nous apprenons en tout cas qu'une fois vaincus par le nouveau pouvoir émergent, je cite à nouveau Ibn Khaldoun, les gens de Ghana refusèrent d'être gouvernés par d'autres que les Soussous. Fin de citation. Ce qui laisse entendre que les habitants de Ghana, ou au moins une partie d'entre eux, ne furent pas réduits en esclavage par les Soussous. Si ma reconstitution est plus ou moins juste, cela signifie que nous avons assisté à l'émergence d'une nouvelle formation politique en position plus méridionale que la précédente, qui place la première dans sa dépendance tout en étendant à son profit les zones de prédation servile en direction du sud. Ce processus ne s'arrête évidemment pas là. Il enclenche sa propre reproduction. Ibn Khaldoun nous le résume avec concision et efficacité, je le cite encore. La situation a évolué au cours du temps. Les gens de Mali se sont emparés des contrées voisines, à savoir le pays des Soussous et de Gao donc, et en dernier lieu le pays de Takrour. Leur empire est devenu fort important. Leur ville de Bani est devenue la capitale des Soudans occidentaux.
Ils sont devenus musulmans depuis pas mal de temps. » Fin de citation. On ne sait pas trop ce que sont devenus les Soussous au cours de ce processus, mais nous savons en revanche, comme on l'a vu, que Ghana est resté sous la domination politique du Mali, dont l'apogée se situe au XIVe siècle. L'implication de ce modèle d'évolution politique est que des sociétés qui s'étaient trouvées à un certain moment sujettes à une prédation servile émergent à leur tour comme force politique, vassalisent la société qui avait été leur prédatrice et détournent la prédation servile aux dépens d'autres sociétés plus lointaines. Il n'est évidemment pas question de voir dans ce processus un modèle fataliste, voire cynique, dans lequel la mécanique sociale devrait nécessairement produire des winners et des losers. Ce que je cherche à éclairer, ce n'est d'ailleurs pas tant le glissement des bénéficiaires et des victimes de la traite que les phénomènes de résistance sociale qui ont pu amener certaines sociétés sujettes à des razzias pendant des décennies ou des siècles à transformer leur organisation politique et leur degré de centralisation, leur organisation et leur équipement guerrier, leur connaissance des mondes plus ou moins lointains, ou encore l'adhésion religieuse de leurs élites pour construire un ordre social permettant de lutter efficacement contre la prédation esclavagiste. C'est sans doute à la faveur de telles transformations sociales que se déploie au cours des siècles, dans les régions que l'on voit à l'image de l'interfluve entre le Sénégal et le Niger, la séquence politique qui est la séquence Ghana, Soussou, Mali.